Salut, moi c'est Héloïse et aujourd'hui je vais te raconter une histoire. Tout commence le 21 décembre 2004 en Mayenne. On peut dire que je suis un cadeau de Noël. Depuis toute petite, j'ai beaucoup de mal avec les autres. Je n'ai pas beaucoup d'amis, je suis souvent seule et dans ma bulle. La rentrée au primaire est très difficile car il faut que je change mes habitudes. Je quitte ma maman et mon petit quotidien apaisant. De plus, je me sens tellement différente par rapport à mes camarades. Physiquement, de par ma couleur de cheveux, mais surtout mentalement. Je me rappelle des moments où tous les enfants jouaient ensemble et moi j'étais seule, dans mon coin, à être dans mon monde imaginaire. Mon entrée au collège fut encore plus difficile que la primaire. Pendant plus de la moitié de l'année de 6e, je n'avais pas d'amis. Cette fois, ce n'était pas voulu. La timidité, le manque de confiance en moi et cette différence que je ne pouvais pas expliquer m'empêchaient d'aller vers les autres. Puis le jour où j'ai eu des amis, je n'étais pas moi-même. Je ne pouvais pas être moi-même. Je me suis donc construit un personnage, une Héloïse sociable, qui fait rire toute la classe et qui s'en fout du regard des autres. Mais quand je rentre chez moi, c'est moi. Héloïse, que je retrouve et que je me mets petit à petit à détester. Je déteste me voir, je déteste mes réactions, mes passions et mon comportement. Je déteste tout simplement tout de moi. Mais la vraie Héloïse et la fausse ont une chose en commun. Quelque chose qui me permet de me retrouver malgré tout. L'art. L'art est pour moi une thérapie, un moyen d'être dans mon monde en étant relié à la réalité, un moyen d'être la fausse Héloïse tout en acceptant une partie de la vraie. J'aime bricoler, les activités manuelles de tout genre, le vernis, le dessin, la peinture, le théâtre, la musique, bref, tout ce qui entre dans la catégorie art pour moi. Je passais des heures dans ma chambre, seule, à bricoler les idées que j'avais eues dans mon monde et qui prenaient vie dans ce monde. Mais dans cette période particulièrement sombre de ma vie, un autre type d'art me sauve la vie. Les vidéos YouTube, ou plutôt les youtubeurs. Pendant 10, 15 voire 20 minutes, tout s'évade. Il reste juste la créativité, la joie et la différence mise en avant. Chacun fait ce qu'il veut et c'est accepté. C'est décidé. Plus tard, je serai youtubeuse et je pourrai mettre mes différences en avant pour faire rire et surtout pour aider. Mon entrée en 4e est encore plus difficile. Je change de collège, de région. La fausse Héloïse qui me protégeait jusque-là décide de partir. Je me retrouve moi, seule, perdue au milieu de nouvelles personnes qui ne me correspondent pas. Eux, ils n'ont pas de monde imaginaire. Eux, ils sont forts en classe. Eux, ils ont toutes les qualités que je rêve d'avoir. Puis petit à petit, je me fais une amie fidèle qui m'accompagne encore aujourd'hui. Je vous présente l'anxiété. Cette amie est très souvent accompagnée d'une amie à elle, qui s'appelle crise d'angoisse. Le problème, c'est que je me sens encore plus différente car mes camarades ne font pas de crise d'angoisse. Ils rigolent tout le temps et surtout ils me regardent d'un œil différent. Je sens ce regard posé sur moi de cette fille assise à son bureau, dans la lune, qui ne parle jamais. Au fur et à mesure, des filles viennent me voir, mais je sens qu'elles ne m'ont pas choisie. Elles ont juste pitié de la fille seule. Mais elles deviennent mes amies. Les crises d'angoisse s'intensifient et deviennent régulières. Cette différence se ressent de plus en plus. À l'école, je suis moyenne. Personne n'a rien à dire sur moi. Je me souviens lors d'un lendemain de conseil de classe, le délégué allait devant la classe pour dire à chaque élève ce que les profs pensaient de celui-ci. Le délégué m'a sauté, alors j'ai pris tout le courage que j'avais pour demander « Tu m'as oublié, ils ont dit quoi pour moi ?» Je me souviendrai toute ma vie de ce regard dans le mien et de cette voix qui a dit « Bah toi, rien ». Voilà, je suis rien. Pas assez forte pour avoir des félicitations, mais trop discrète et travaille trop bien pour avoir des encouragements. Donc rien. Et pour vous dire, il y avait des profs qui ne savaient même pas que j'étais dans leur classe. Rien. Ce mot si insignifiant mais pourtant extrêmement douloureux m'accompagne chaque jour. Le matin, quand il faut partir à l'école, cette phrase en boucle dans ma tête. Tu n'es rien, personne ne te remarque, tu n'as rien à faire ici. Alors les crises d'angoisse continuent. De plus en plus fortes, de plus en plus rapprochées et finissent par me définir. Petit à petit, chaque matin, je devais partir la gorge serrée, le ventre noué, cette envie de vomir constante en sachant que chaque petit détail, chaque petit mot pouvait m'envoyer dans un état que je détestais. Alors mon corps a pris le relais. Il s'est rendu compte que quand j'étais malade, je restais à la maison. Et quand je restais à la maison, j'allais bien. Je pouvais m'échapper dans mon monde. Je pouvais être moi. Après 3 ans à essayer de me battre tous les jours, j'abandonne. Mon corps lâche, mon mental lâche, et je sens que si je ne fais pas quelque chose maintenant, c'est mon cœur qui va lâcher. Alors je décide d'en parler à ma maman. Elle voit tout, ressent tout, mais se sent impuissante. Après de longues discussions, on se rend compte que ce n'est pas possible de continuer ainsi, de me faire aussi mal. Alors on prend rendez-vous chez une psychologue qui nous annonce que j'ai développé ce qu'on appelle de la phobie scolaire. Elle me dit qu'il faudrait recommencer à aller à l'école, petit à petit. 1 heure par-ci par-là au début pour se remettre dans le bain. Mais je ne veux pas, je ne peux pas. L'école est un vrai traumatisme pour moi. Rien que d'y penser, ma meilleure amie crise d'angoisse fait son apparition. J'arrête donc officiellement l'école dans un établissement au début de la première. Mais je ne me laisse pas faire et je jure à ma maman que je vais passer mon bac avec le CNED. Autrement dit, l'école à la maison. À ce moment-là, je me lance sur YouTube avec une vidéo qui explique la phobie scolaire. Je suis devant la caméra, prête à tourner une vidéo. J'appuie sur REC et... explosion. Une explosion que je ne saurais expliquer. Mon cœur bat à une vitesse, je parle encore et encore en étant moi. Enfin,
presque. Je me mets au montage et au moment de poster la vidéo, je me rends compte. Je veux faire ça toute ma vie. YouTube occupe donc une place importante dans ma tête. À côté, j'essaye de tout donner pour mes études. Mais je n'y arrive pas. Mon esprit divague. Le stylo ou les oiseaux sont vraiment plus intéressants. Je dois faire des pauses. Souvent. Trop souvent. Je suis épuisée et je me rends compte que je ne suis toujours pas heureuse. Qu'il y a un truc qui cloche. À côté, les rendez-vous chez la psy continuent. Pour elle, je vais bien, tout va bien. Alors pendant 15 minutes, on se regarde sans savoir quoi dire. J'arrête la psy en sachant que ça ne va pas, mais elle ne peut rien faire pour moi. Je ne me présente pas au bac de français, ce qui met un terme définitif à mes études. Je le sais et je ne sais pas pourquoi je suis heureuse. C'est mon choix, c'est moi. Je me consacre donc à YouTube. Je trouve des concepts qui ont du mal à venir. Je tourne, mais 1 heure de tournage est épuisant pour moi comme si je n'avais pas dormi depuis 1 semaine. Et je monte, quand j'y arrive. Quand j'arrive à ne pas faire de pause, quand le contenu me plaît ou que je suis motivée. Autrement dit, pas souvent. Je vois mon rêve s'éloigner petit à petit. Je coupe tous liens sociaux. Je n'ai plus d'amis. Je reste seule dans ma chambre à essayer de comprendre mon comportement. Malgré tout, j'ai ce feu en moi. Je veux être youtubeuse. Alors je rassemble toute mon énergie pour faire des vidéos. Entre le 12 octobre 2020 et le 3 janvier 2022, je sors que 14 vidéos. Ce n'est pas beaucoup. Alors que je dois y consacrer toute mon énergie. Je ne comprends pas. Je suis perdue. Je veux me consacrer à YouTube, mais la peinture devient plus intéressante. Puis le tricot, la couture, le dessin. Chaque semaine, un nouveau projet. Un nouveau feu en moi qui grandit extrêmement vite, mais qui s'en va tout aussi vite. Je ne comprends pas qui je suis, pourquoi je ne suis pas comme les autres, pourquoi je ne suis pas normale, pourquoi Côté famille, ça ne va pas. Alors je déménage avec ma maman fin novembre 2021. Je me retrouve seule la journée, je peux faire ce que je veux. La passion pour YouTube revient. Je fais des vidéos sans déranger personne. Je me donne le défi de faire 1 vidéo par semaine. Échec. Les idées ne viennent pas. Les montages sont difficiles, j'enchaîne les pauses. Je me déteste car mon esprit divague, ce qui rajoute des heures de montage. Je ne comprends toujours pas. Tout est flou. J'enchaîne des épisodes de déprime, des sauts d'humeur importants. J'oublie tout, même me nourrir. L'été 2022, je vais passer 1 mois chez mes grands-parents. Au cours d'une discussion, je leur explique ma vie. Le fait que j'ai besoin de rituels, de stabilité, que les tocs m'accompagnent chaque jour, que je panique au moindre imprévu. Ma mamie me parle de l'autisme. Elle me dit que j'ai des comportements qui y ressemblent. Mais non, je suis convaincue que ce n'est pas ça. Pour moi, je suis juste bizarre. Un jour, alors que j'étais sur Instagram, je tombe sur une publication qui m'attire. Elle parle de TDAH. Je lis la publication et trouve que ça me ressemble. Je passe des heures à faire des recherches, à essayer de trouver des rapports avec moi. Je sens enfin un sentiment de compréhension. Je n'en parle pas, car certains comportements ne me correspondent pas. Le TDAH reste dans un coin de ma tête. Côté privé, je parle à un gars. On s'entend bien, mais c'est difficile. Difficile pour moi. J'analyse tout, le moindre mot, la ponctuation, l'intonation. J'analyse, je me pose des questions. Pourquoi il me parle? Pourquoi moi? Pourquoi il a mis ce mot? Pourquoi cet emoji? Bref, un enfer. Mais ces questions, je n'ai pas le choix de lui les poser. Sinon, je ne dors pas la nuit. Puis un beau jour, ce message. C'est mieux qu'on arrête. Tu poses trop de questions. Ce message me fait mal. Encore une fois, je ne peux pas être moi. Et en même temps, je comprends, je suis insupportable. Je me déteste encore plus. Je haïs tous mes comportements. Grâce à lui, je comprends que ce n'est pas normal de tout analyser, de se poser autant de questions, de donner autant à en être insupportable, surtout à une personne qui n'est pas proche de moi. Mon cerveau ne s'arrête pas. Je pense jour et nuit, 2, 3, 4, voire 5 pensées en même temps. J'ai une musique en tête, j'analyse les conversations avec ce garçon, je pense à ce que je vais faire, je repense à une situation et j'analyse une qui est en train de se passer, un chaos. Stop, pause, j'arrête, j'abandonne. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'être en boule dans mon lit à attendre que ça passe. Je décide d'en parler à ma maman, qui comprend tout et qui décide de prendre un rendez-vous chez une neuropsychologue spécialisée dans le TDAH. Pause. Ma maman est géniale. Quand je sais que j'ai rendez-vous, je stresse. J'ai peut-être rien. Je suis juste feignante, je suis juste insupportable, je suis juste une cause perdue. Puis la neuropsychologue me fait remplir un petit test. Sur 9 critères, 6 rentrent dans la case TDAH. Un autre rendez-vous est donc programmé pour 4 heures de test officiel. Les résultats tombent, quelques semaines plus tard, j'ai un TDAH, donc un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le fait de le savoir me soulage. Je peux enfin savoir qui je suis, alors je me renseigne sur internet ou sur Instagram. Tout s'éclaire. Je comprends que ce que je vis depuis toute petite est à cause de mon cerveau. Le fait que ce soit le bordel dans ma tête, le fait de ne pas avoir d'amis, le fait de changer d'activité, bref, tout. Et je comprends enfin pourquoi je n'ai pas réussi à continuer l'école. À cause du TDAH, j'ai des 10.
donc un petit peu de dyslexie et beaucoup de dyscalculie. Je comprends aussi pourquoi sur un contrôle de 2 heures, je travaillais à fond 15 minutes et le reste du temps, je dessinais sur ma feuille. Mais à côté de ça, je ne comprends pas. Certains comportements du TDAH ne me correspondent pas du tout. Il faut retenir que sur 15 personnes ayant le TDAH, il y aura 15 cas différents. Mais le savoir ne change rien aux symptômes. Je continue de me détester. J'apprends petit à petit à me comprendre, je m'écoute, j'arrive à repérer les moments où mon cerveau est en train de lâcher, j'arrive à me reposer et le plus important, j'arrête de culpabiliser. Je suis comme ça et ce n'est pas grave. Vous y avez cru, hein? Et non, le parcours TDAH n'est pas aussi facile. Tous les jours, je passe par des états que je ne maîtrise pas. Je loupe des choses à cause des angoisses. Je me perds, je disjoncte. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que non, vous n'êtes pas bizarre. Nous sommes 8 milliards sur Terre. 8 milliards de personnes uniques. Alors, voyez vos différences comme des forces et surtout ne vous blâmez pas. Et si, comme moi, vous avez un TDAH, alors on va se revoir?